Rien de ce que les Alliés avaient lancé contre le bunker de vedettes rapides n'avait eu d'effet. Cette forteresse navale allemande avait résisté à tout, depuis les énormes tallboys jusqu'aux bombes conventionnelles qui laissaient à peine des traces de brûlure sur sa coque de béton impénétrable. Pourtant, par un matin brumeux de février 1945, 9 B-17 Flying Fortress s'approchèrent avec des engins impossiblement étroits et presque comiquement longs sous leurs ailes. En atteignant la cible, les équipages larguèrent leur étrange chargement et le regardèrent tomber. Pendant une demi-minute, des ailettes maintinrent la forme sombre stable pendant qu'elles plongeaient vers la terre. Puis vint la magie. Leurs sections arrière explosèrent dans des bouffées de fumée blanche, et 19 moteurs fusées s'allumèrent sur chaque bombe. Les armes accélérèrent au-delà de la vitesse du son. Pour la première fois de la guerre, un bunker de béton allait rencontrer son égal dans un dessin animé. Dès le début, la machine de guerre nazie avait une obsession pour le béton. Des bâtiments qui abritaient les munitions au bunker secret, où les gradés de troisième rang se rassemblaient pour concocter leurs plans vicieux. De solides murs de ciment gardaient chacun de leurs mouvements. L'un de ces sites, un complexe en dôme près de Wizerness, était conçu pour protéger les fusées V de Vergeltungswaffe pendant qu'elles étaient ravitaillées puis tirées sur le territoire allié. De plus, tout le long de la côte française, la Kriegsmarine avait des abris de sous-marins avec des toits de 3 mètres d'épaisseur enfouis sous des dalles renforcées. Pour les équipages aériens alliés, toutes ces installations posaient un problème croissant. Comment détruire une cible conçue pour absorber des coups massifs? En 1944, la meilleure réponse que les Alliés avaient pour les cibles durcies venait d'un ingénieur britannique nommé Barnes Wallis, le créateur du Tallboy. Une bombe de 6 tonnes avec un fuselage profilé et un nez en acier durci. Larguée depuis la haute altitude, l'arme frappait la terre à plus de 1100 km/h, s'enfouissait profondément à côté d'une structure, puis détonnait. L'explosion résultante était censée fracasser le sol sur lequel elle reposait, tandis que son onde de pression faisait plier puis casser les fondations et les murs renforcés. Réparer les dégâts structurels, si tant est que ce soit possible, coûtait beaucoup plus cher que de reconstruire ailleurs. Wallis développa bientôt son idée avec le Grand Slam, une version de 11 tonnes construite pour une pénétration encore plus profonde et une portée destructrice plus grande. Bien que les deux armes soient très efficaces contre les viaducs, tunnels et infrastructures enterrées, elles ne réussissaient pas toujours. Mais ailleurs en Angleterre, en dehors du monde des bombardiers de haute altitude et des munitions sismiques, un ingénieur naval travaillait sur un type de solution différent, et elle viendrait de la source la plus improbable. En 1943, Walt Disney Animation Studios sortit un film hybride animé et en prise de vue réelle appelé Victory Through Air Power. Adapté d'un livre du théoricien de l'aviation Alexander de Seversky, le film de 65 minutes promouvait l'idée que le bombardement stratégique à long rayon d'action pourrait terminer la guerre en frappant les centres industriels et logistiques derrière les lignes ennemies. Mais l'un de ces segments marqua le plus le capitaine Edward Terrell, un officier volontaire de réserve de la Royal Navy, travaillant à la direction du développement d'armes diverses. L'animation montrait une bombe tombant depuis l'altitude, puis accélérant en pleine descente en utilisant une propulsion à fusée pour augmenter sa vitesse d'impact. Pour la plupart, ce concept animé et amplifié avec une musique dramatique et des animaux de dessin animés n'était que du divertissement de guerre à une époque où le plaisir était rare. Pour le capitaine Terrell, ce fut un moment d'illumination. En 1944, il créa la bombe à assistance par fusée perforatrice de béton, également surnommée de manière appropriée la bombe Disney. À première vue, il n'y avait rien de très gracieux ou de high-tech dans cette coque étroite et allongée avec un noyau solide. Mais contrairement au Tallboy et au Grand Slam, qui étaient initialement conçus pour déstabiliser les structures par choc et déplacement, cette toute nouvelle arme était construite de zéro avec une intention claire: atteindre une vitesse élevée, rester intacte en perforant le béton, puis exploser une fois à l'intérieur des structures ennemies. Les caractéristiques uniques de l'arme s'alignaient avec la physique newtonienne et confirmaient ce que les ingénieurs militaires savaient déjà des tests sur le terrain. Plus la pénétration était profonde, plus le projectile devait être long, dense et rapide. Suivant cette formule, la bombe Disney mesurait un peu plus de 4,9 mètres de long et pesait 2040 kg avec un corps avant de 28 cm de diamètre
abritant l'ogive composée de 227 kg de schélite emballés dans un épais étui d'acier pour un impact maximum. 2 fusées mécaniques étaient montées à la base de l'ogive qui se déclencheraient après pénétration, pas au contact. Derrière cela se trouvait la deuxième section, un anneau de 19 moteurs fusées emballés dans la queue, attendant leur moment. Tout dépendait de l'altitude et du timing. Pour l'activer, la bombe devait être larguée de 6100 mètres. Pendant une demi-minute, elle tombait simplement directement vers le sol, sans guidage ni contrôle. Quand elle atteignait 1500 mètres, le cône de queue se séparait et les moteurs se déclenchaient. Pendant seulement 3 secondes, toute la bombe surgissait vers l'avant sous la poussée des fusées, grimpant de 90 mètres supplémentaires par seconde. Au moment où elle frappait, elle se déplaçait à 442 mètres par seconde, plus vite que la vitesse du son, et suffisamment pour percer les toits de béton qu'on avait cru intouchables. Le créateur de la bombe Disney porta ce concept audacieux à l'Amirauté, où elle trouva un soutien précoce de la part de nombreux membres. Néanmoins, la bureaucratie ralentit les progrès. Poussant pour un soutien politique supplémentaire, Terrell rendit visite à Lord Cherwell, l'un des principaux conseillers scientifiques de Winston Churchill, dans l'espoir de faire arriver la proposition sur le bureau du Premier ministre. Tandis que Terrell poussait pour mettre la bombe en service, les ingénieurs de Fort Halstead, le hub de recherche militaire britannique, menaient des essais en utilisant des obus navals américains contre des dalles de béton armées. Les résultats alimentèrent les premiers plans qui commencèrent discrètement à circuler dans le système. Après avoir lié les deux projets, Terrell présenta son argumentaire au cabinet de guerre, cette fois avec une maquette grandeur nature suspendue sous un B-17. La réaction fut rapide, et quand le concept rencontra un soutien quasi unanime, la bombe Disney reçut la priorité P+, l'urgence la plus élevée en dessous d'un ordre personnel de Churchill lui-même. Préparer la bombe Disney pour le combat nécessitait des modifications au B-17, qui malgré l'altitude et la portée, manquait d'espace interne pour adapter une si grosse bombe à l'intérieur de la soute. En conséquence, certains modèles furent modifiés pour les porter extérieurement, une sous chaque aile, montée sur les mêmes pylônes qui avaient été utilisés pour des expériences précédentes avec la bombe planée GB-1. Finalement, quand la nouvelle année arriva, la création inspirée par l'animation de Terrell était prête à prouver sa valeur. Les tests commencèrent début 1945 avec des caméras cinématographiques à bord des avions pour enregistrer les trajectoires de bombes et l'impact afin de suivre les résultats. Les premiers largages eurent lieu sur un champ de tir à Southampton où les images de trajectoire furent utilisées pour calibrer les viseurs de bombes. Quand le profil assisté par fusée de la bombe ne correspondait pas à un chemin de chute libre standard, le timing, l'angle et la vitesse durent tous être recalibrés encore et encore jusqu'à ce que cela fonctionne parfaitement. Une fois terminé, les bombardiers furent redirigés à travers la Manche. Cependant, leur première cible était une vaste structure de béton dans le nord de la France, cachée dans les bois près du village de Watten. Connue pendant la Seconde Guerre mondiale sous le nom de Kraftwerk Nord-Ouest, les installations adjacentes à Watten furent construites par les Allemands comme site de lancement et de préparation de carburant pour la fusée V2. Tous ces murs furent coulés en couches soigneuses, renforcés davantage avec de l'acier et de la pierre. À ce moment-là, cependant, le site avait été envahi par les forces alliées. Maintenant intact et accessible, il offrait une opportunité rare. Une cible exactement comme celle pour lesquelles la bombe Disney était construite et qui pouvait être bombardée puis inspectée depuis le sol. Un matin début janvier, 2 B-17 s'approchèrent de leur cible, chacun avec 2 bombes Disney accrochées sous leurs ailes, larguant les 4 proprement au point de lâcher. Les 4 bombes tombèrent proprement et disparurent dans la brume en dessous. Moment plus tard, le silence se brisa. Une frappa la face extérieure du bunker. L'autre s'écrasa près d'une entrée latérale, déchirant le béton et envoyant voler des éclats d'acier. La poussière s'éleva des sites d'impact alors que l'équipe de la Royal Navy s'approchait, marchant à travers les cratères et débris brisés. Quand la fumée se dissipa et que les équipes de la Royal Navy arrivèrent, la conclusion était claire. La bombe Disney avait passé son premier vrai test. Malgré être une création du Royaume-Uni, la bombe Disney ne serait larguée que par des avions de fabrication américaine et leurs équipages de l'United States Air Force. En février 1945, au-dessus de la ville portuaire d'Ijmuiden sur la côte hollandaise,
il y avait 2 massifs abris de béton utilisés par la Kriegsmarine pour abriter leurs précieux sous-marins. Ces enceintes durcies construites dans le littoral et entourées de positions anti-aériennes étaient construites pour résister à la guerre aérienne. Dans ces abris de béton, l'Allemagne gardait ses Schnellboot, vedettes torpilleurs rapides connues du renseignement naval allié sous le nom d'U-Boot, embarcations étroites et légèrement blindées, assez rapides pour distancer et rester cachées dans ces enceintes pendant les heures de jour. La nuit, elles se glissaient dans la mer du Nord, chassant les convois alliés qui transportèrent des fournitures vers la France et la Belgique libérées. À côté des U-Boats, il y avait les sous-marins classe Biber, minuscules vaisseaux d'un homme capable de poser des mines ou de lancer des torpilles en eau peu profonde. L'ancienne structure, désignée bunker de vedettes rapides AIGAC, avait un toit de béton de près de 3 mètres d'épaisseur, tandis que la plus récente, bunker de vedettes rapides BAI, était encore plus robuste avec sa couche supérieure mesurant 3,7 mètres avec une dalle secondaire en dessous séparée par un vide d'air. Pendant plusieurs années déjà, mission après mission de bombardement conventionnel avait eu peu ou pas d'effet. Même 50 Tallboy largués par les escadrons de la RAF n'avaient causé aucun dégât aux installations. Le 10 février 1945, 9 B-17 du 92e groupe de bombardement des forces armées des États-Unis décollèrent tous avec cet objectif en tête, transportant un total de 18 bombes Disney montées sous chacune de leurs ailes, et avec des semaines d'entraînement des équipages sur les caractéristiques complexes de chute de la bombe, ils se dirigèrent vers le bunker de vedettes rapides BAI. À vitesse maximale, chacune des bombes frappa les installations avec une force bien au-delà des armes explosives conventionnelles. L'une d'elles perça le toit de béton et une autre fractura un mur de soutien-clé. Bien que les abris soient vides ce jour-là, le renseignement de la Royal Navy confirma que le toit de l'une des plus nouvelles structures allemandes avait effectivement été percé par la bombe Disney. Une seconde frappe suivit en mars, cette fois visant l'ancienne structure AIG. Ce jour-là, seulement 9 avions transportèrent leurs bombes Disney à travers la côte avec au moins une pénétrant la travée principale du toit, la laissant irréparablement perforée. Avec cela, pour la première fois en plus de 5 ans de guerre, les 2 abris de vedettes rapides d'Ijmuiden avaient subi de vrais dégâts internes d'une arme de largage aérien. Le 30 mars 1945, 36 avions de la 8e Air Force se préparèrent à livrer le plus grand déploiement de bombes Disney encore. Ce matin-là, la cible était l'installation de sous-marins Valentin près du petit port de Farge, juste à l'extérieur de Brême, dans le nord-ouest de l'Allemagne. La structure était en construction depuis 1943. Environ 10 000 ouvriers, incluant des prisonniers de guerre, des civils de pays occupés et des détenus de camps de concentration, avaient transformé la zone en l'une des plus lourdement renforcées du Reich. Le site fonctionnait comme site d'assemblage final pour les U-Boot type 20 et 1, une nouvelle classe de sous-marins rapides à long rayon d'action, destinée à changer l'équilibre de la guerre en mer. Le toit de Valentin faisait 4,6 mètres d'épaisseur, coulé en dalles massives imbriquées et conçu pour résister à tout, sauf aux coups directs des plus grosses bombes alliées. Seulement 3 jours plus tôt, le 27 mars, la Royal Air Force l'avait frappé avec des bombes sismiques Grand Slam qui fracturèrent des portions du toit. Maintenant, cette frappe renouvelée était censée livrer le coup final avec plus de 60 bombes Disney. Cependant, seulement une de ces engins frappa le bunker lui-même et elle s'avéra inefficace. Les bâtiments périphériques autour du site subirent des dégâts visibles, mais dans l'ensemble, la structure principale resta debout. Malgré tout son panache dramatique, la bombe Disney venait avec plusieurs défauts inhérents majeurs. D'abord, les fusées étaient sujettes aux problèmes d'allumage. Plus important encore, bien que la conception assistée par fusée permettait un impact à haute vitesse, sa charge explosive était du côté plus petit. Pour qu'elle livre réellement des dégâts significatifs, elle devait marquer un coup direct. Malheureusement, les systèmes de visée des années 1940 n'étaient pas si précis. Après le raid sur Valentin, les ingénieurs allemands firent des réparations limitées. Néanmoins, avec le front qui s'effondrait et les ressources épuisées plus que jamais, l'installation ne fut jamais complétée. À ce moment-là, au printemps 1945, la guerre en Europe entrait dans sa phase finale. Les forces alliées avancèrent sur tous les fronts, et la présence de la Luftwaffe dans l'air s'était amincie jusqu'au quasi-silence. Bien qu'il y ait encore beaucoup de cibles stratégiques,
l'urgence derrière les opérations de bombardement expérimentales ou spécialisées commençait à s'estomper. Comme tel, après une courte période opérationnelle de 7 semaines, le déploiement de combat final de la bombe Disney eut lieu le 4 avril 1945. Ce jour-là, 2 douzaines de B-17 Flying Fortress montèrent dans les cieux bleus et calmes au-dessus de l'Angleterre, chacun transportant une bombe Disney suspendue sous ses ailes et un plan de vol fixé pour Hambourg. À travers la Manche, tout semblait routinier jusqu'à ce que le temps commence à changer. Une nappe dense de couverts nuageux se répandit à travers la ville, atténuant la lumière du soleil et effaçant chaque point de repère. Au moment où la formation atteignit le point de largage, la cible avait complètement disparu sous un épais mur de nuages. Il n'y avait pas de toit, pas de route, même pas le reflet des berges ou des lignes de chemin de fer, juste une canopée plate et centrée de gris s'étendant dans toutes les directions. Sans repère visuel pour les guider, les équipages n'eurent pas d'autre choix que de s'appuyer sur leurs instruments. Les pilotes et leurs hommes volèrent aux chiffres, se verrouillèrent sur les coordonnées et larguèrent leurs bombes sur une ville cachée sous les nuages, espérant que les pilotes radars étaient suffisants. Cependant, aucune d'elles ne frappa même près de leur cible. Une 5e et dernière opération était programmée pour mai, mais avec la guerre approchant de sa fin, elle fut discrètement annulée. Au moment où la campagne se termina, 158 bombes Disney avaient été larguées à travers 4 missions de combat. Malgré la complexité de l'arme et les risques impliqués, pas un seul bombardier ne fut perdu et chaque équipage revint à la base sain et sauf. Les évaluations d'après-guerre des caractéristiques de la bombe Disney établirent que la poussée de fusée donna aux bombes une augmentation de vitesse de 26%, résultant en une augmentation exceptionnelle de 60% de l'énergie impartie à l'impact. Mais l'histoire de la bombe Disney ne se termina pas avec la reddition de l'Allemagne. En juin 1945, avec la guerre en Europe à peine terminée, le Conseil de l'Air reconnut formellement le rôle de l'Amirauté dans le développement de la bombe Disney. Mais la reconnaissance ne suffisait pas. La RAF voulait des preuves, plus que des chiffres ou des rapports. Ils avaient besoin de voir ce que l'arme pouvait vraiment faire. De nouveaux essais furent ordonnés à Watten, le même bunker qui avait été frappé pendant le test de janvier. Exactement comme ils l'avaient fait le mois précédent, les équipages de la 8e Air Force des États-Unis retournèrent sur le site et larguèrent de nouvelles munitions sur sa coque de béton. Mais Watten, battu et déjà étudié, était trop confiné pour offrir de nouveaux chiffres. À ce moment-là, le gouvernement français, maintenant pressé de reconstruire et d'oublier toutes les horreurs des années précédentes, repoussa fermement toute autre expérience de tir réel sur leur sol. Un an plus tard, le projet Ruby, un effort anglo-américain conjoint, eut finalement la liberté et le flux de trésorerie pour tester les armes perforatrices de béton sans la pression du combat ou les limites de la logistique de guerre. C'était une chance rare de pousser la technologie à son point de rupture, et les cibles étaient tentantes. Un abri du Boot sur l'île d'Heligoland et l'installation d'assemblage de sous-marins Valentin, tous deux survivants de raids précédents. La ligne pour ces essais se lisait comme un catalogue des meilleurs et plus lourds frappeurs alliés. Il y avait les versions britanniques et américaines du Tallboy et Grand Slam, la massive bombe Amazon de 10 tonnes des États-Unis, la compacte bombe semi-perforante M103 et bien sûr la bombe Disney. À Valentin, les bombes furent larguées sans ogive réelle pour protéger les zones civiles voisines. Mais Heligoland était différent. Toute sa population avait été évacuée pendant la guerre, transformant l'île en un champ de tir désert, où rien ne faisait obstacle. Les rues restaient en vide, les bunkers attendaient intacts, et au centre se dressait un abri du Boot avec un toit de béton de 3 mètres d'épaisseur, prêt à être frappé encore et encore. Ces essais de temps de paix de 1946 éclipsèrent tout ce qui avait été tenté pendant le combat. À travers le projet Ruby, 76 bombes Disney furent larguées sur Heligoland, chacune remplie d'un mélange explosif différent. 34 autres furent utilisées sur le site Valentin, 12 sans assistance de fusée, 22 avec allumage moteur complet. Pour la sécurité, 4 supplémentaires furent testés sur le site d'essai britannique d'Orford Ness pour vérifier leur trajectoire de vol et s'assurer qu'aucune ne s'égarerait au-delà du périmètre de sécurité autour du bunker. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. En moyenne, pendant les essais réels, la bombe Disney perça 4,5 mètres dans le béton armé, bien plus du double de la plupart des bombes conventionnelles. Dans des conditions idéales,
elle était projetée d'atteindre près de 5,2 mètres. Un résultat stupéfiant pour une arme avec seulement une charge de 227 kg. Une bombe à Valentine démontra l'extrême. Elle perça le toit de béton, continua directement à travers le sol de 90 cm et s'enterra complètement dans le sable sous les fondations. Cependant, les essais exposèrent aussi que le système d'allumage de fusée échouait sur près de 40% des largages. Certains étuis se brisèrent à l'impact, victimes de défauts d'acier, tandis que d'autres frappèrent en angle, augmentant l'épaisseur des couches qu'elles devaient pénétrer. À ce moment-là, il était clair que l'ogive elle-même était trop petite pour un complexe comme Valentin, qui nécessiterait plusieurs coups directs pour assurer une oblitération interne complète. Le projet Ruby se termina avec un verdict clair. Bien qu'aucune des armes ne répondît à toutes les exigences opérationnelles, la conception de la Disney et sa poussée de vitesse étaient une percée majeure. Son plan influença les ingénieurs dans les futures bombes Bunker Buster pendant la guerre froide et même à travers le XXIe siècle. Des décennies plus tard, en janvier 2009, les équipes de maintenance au vieux bunker de Watten, jadis lieu de guerre, mais maintenant un musée tranquille niché dans la campagne française, trouvèrent quelque chose d'enfoui dans le toit. Logé profondément dans le béton, scellé en place depuis plus de 60 ans, se trouvait une bombe Disney. Sa charge explosive de 227 kg était encore intacte. De là, la zone fut bouclée et une équipe d'extraction fut appelée. Pièce par pièce, l'arme fut retirée de la dalle de béton qui l'avait tenue depuis les années 1940. Elle fut encaissée, transportée et livrée au dépôt de munitions de Ledelin près de Wimille, où les obus vieillissants de 2 guerres mondiales sont encore démantelés à la main. Inspirée par un dessin animé, tiré en silence et oublié pendant un demi-siècle, cette bombe Disney singulière finit fusionnée dans le toit qu'elle était censée détruire.